Tartuffe. Dans cette immense réserve donc, dans ce jardin des plaisirs qui est en train de devenir la planète, il y aura encore des accidents, des affrontements, des catastrophes, des actes de folie isolés, des faits divers, des tueries, des retours de flammes nationalistes, ethniques, religieux, idéologiques. Mais tout va se régler peu à peu. Le nouvel ordre mondial y veille à la satisfaction générale. L'utopie d'un univers où ne régnerait plus que la gentillesse, la tendresse, les bonnes intentions, devrait naturellement faire froid dans le dos. C'est le plus effrayant de tous les rêves parce qu'il est réalisable. Mais non, personne ne semble le redouter. À coups de lois dans chaque pays, à coups d'opérations de police à la surface de la Terre, on voit le programme s'imposer avec une grande rapidité. Dans le Golfe, il y a quelques mois, par exemple, il ne s'agissait pas principalement d'écraser des Arabes. Il s'agissait surtout de commencer à les convertir au charme de notre mouroir bigarré. Les guerres nécessitées par la conquête ne nous paraissaient terrifiantes que parce qu'elles surgissent comme des interruptions de la vie désormais considérée comme normale. Nous savons que ces actes de violence sont commis contre les peuples pour leur bien. Nous préférerions seulement qu'ils s'accomplissent dans la plus grande douceur possible. Malheureusement, c'est difficile. Comme le disait déjà Clausewitz, les âmes philanthropiques pourraient bien sûr s'imaginer qu'il y a une façon ingénieuse de désarmer et de défaire l'adversaire sans trop verser de sang, et que c'est le véritable art de la guerre. Si souhaitable que cela semble, c'est une erreur qu'il faut dénoncer. Dans une affaire aussi dangereuse que la guerre, les pires erreurs sont précisément celles causées par la bonté. En ce domaine comme dans les autres, le bien, on ne le répétera jamais assez, est le plus mortel ennemi du bien. Si le mal peut avoir parfois des effets heureux, la concentration des arsenaux nucléaires, dénoncée par les prêcheurs de tous les pays, mais empêchant pendant 40 ans que se déclenche une guerre mondiale, le bien, lui, c'est sa fatalité, produit toujours les pires désastres. La bonne volonté porte malheur. Le vulgaire peu perspicace, dit encore Bernard de Mandeville, aperçoit rarement plus d'un maillon dans la chaîne des causes. Mais ceux qui savent porter leur regard bien plus loin et veulent bien prendre le temps de considérer la suite et l'enchaînement des événements, verront en cent endroits le bien sortir du mal à foison, comme les poussins sortent des œufs. Balzac évoque la vertu comme on parlerait du mauvais œil, les vertueux imbéciles qui ont perdu Louis XVI. Son tableau dans Béatrix, des turpitudes de la bienfaisance, pourrait devenir un assez joli portrait de notre époque, moyennant quelques changements de nom. On se distingue à tout prix par le ridicule, par une affectation d'amour pour la cause polonaise, pour le système pénitentiaire, pour l'avenir des forçats libérés, pour les petits mauvais sujets au-dessus ou au-dessous de 12 ans, pour toutes les misères sociales. Ces diverses manies créent des dignités postiches, des présidents, des vice-présidents et des secrétaires de société dont le nombre dépasse à Paris celui des questions sociales qu'on cherche à résoudre. Je cite quelques écrivains parce qu'ils sont seuls à avoir su voir et à avoir su dire que ce sont toujours les pires salauds qui s'avancent le cœur sur la main. La moitié des bienfaits sont des spéculations, écrit encore Balzac quelque part, et Sade dans la philosophie dans le boudoir. La bienfaisance est bien plutôt un vice de l'orgueil qu'une véritable vertu de l'âme. C'est par l'ostentation qu'on soulage ses semblables, jamais dans la seule vue de faire une bonne action. Oui, ils ont tous écrit la même chose. Encore un paragraphe de Sade à propos des femmes vertueuses. Ce ne sont pas, si tu veux, les mêmes passions que nous qu'elles servent, mais elles en ont d'autres, et souvent bien plus méprisables. C'est l'ambition, c'est l'orgueil, ce sont des intérêts particuliers, souvent encore la froideur seule d'un tempérament qui ne leur conseille rien. Devons-nous quelque chose à de pareils êtres? Je le demande. Au tournant de son 5e acte, Don Juan, soudain, changeant de masque, s'empare du discours vertueux et cesse de faire le mal à ses propres frais pour le commettre au nom du ciel. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer, annonce-t-il. C'est le sommet de la pièce, évidemment. L'hypocrite bienfaisant est toujours un grand moment de théâtre, parce que l'essence même du théâtre, c'est l'étalage de l'hypocrisie par laquelle la réalité, en retour,
se révèle comme théâtre de crédulité universelle. Balzac félicitait Molière d'avoir mis l'hypocrisie au rang des arts en classant à jamais Tartuffe dans les comédiens. Le spectacle n'existerait pas si les discours avaient intérêt à coïncider avec les actes. Don Juan découvre donc, lui aussi, en grand artiste qu'il est, l'arme absolue de cette logique renversante mais efficace, selon laquelle, pour commettre des crimes en toute quiétude, il faut que ceux-ci soient légalisés par l'étalage de leurs contraires vertueux. De même que le froid artificiel d'un réfrigérateur est fabriqué par des organes mécaniques chauds, de même que la production de victimes en série exige d'être enveloppée de discours qui nient la victimisation, et même ont l'air de la combattre. Le véritable crime ne peut durer qu'à cette condition aseptisante. À chaque siècle son Tartuffe. Le nôtre a un petit peu changé, il s'est élargi, étoffé. Il est membre fondateur de plusieurs SOS machins, il a fait les mines ou l'ENA. Il vote socialiste modéré, ou encore progressiste sceptique, ou centriste du troisième type. Il peut se révéler poète à ses heures, même romancier s'il le faut, mais toujours allégorique. Lyrique poitrinaire aujourd'hui, comme il a été stalino-lamartinien vers les années 60-70, sans jamais cesser d'être langoureux. Le nihilisme jadis s'est porté rouge-noir, il est rose layette à présent, pastel baveur et cœur d'or, tarot New Age, yaourt au bifidus, karma, muesli, développement des énergies positives, astrologie, occulto-cocooning. Plus que jamais, faux monnayeur en dévotion, Molière. Sa vaine ostentation de bonnes œuvres, encore Molière, ne l'empêche pas, bien au contraire, d'en commettre de mauvaises, Molière toujours. Partisan du nouvel ordre américain, ça tombe sous le sens, c'est-à-dire de la quatrième grande attaque de réforme à travers les siècles, après Luther, après 89-93, après Hitler, il ne comprend pas les réticences de certains envers les charmes protestants. Sa capitale idéale est Genève, bien sûr, la ville basse du monde. Comme disait Blois, le foyer de la cafardise et de l'égoïsme fangeux du monde moderne. Il peut apparaître aussi bien racheteur frénétique d'entreprises, graisseur de pâtes, corrupteur d'élus, vendeur d'armes chimiques, que titulaire d'une chaire d'éthique à la Harvard Business School, où il démontrera à longueur de cours que la morale, le management et la communication sont la même face de la même médaille admirablement vaselinée. L'éthique dans l'entreprise, confie-t-il volontiers, c'est de pouvoir raconter à mes enfants tout ce que je fais dans mon travail. Ses détentes en famille sont sacrées, ainsi que ses parties de tennis à bagatelle. La maison d'Orgon dont il s'intronise, comme en 1664, le directeur de conscience, a les dimensions du village planétaire macluanien, aux pavés semés de télétons. C'est sur les médias qu'il s'appuie, bien plus efficace que le vieux bon Dieu. Enfin, il est le monde d'aujourd'hui, le monde faisant semblant de croire au monde, le théâtre ayant foi dans ses planches, la caméra à genoux devant la caméra, les satellites se contemplant dans le blanc des yeux, le spectacle s'adorant au fond de ses écrans, le parti dévot devenu programme mondial et faisant mine de se préoccuper des grandes questions qui agitent la cité, le show remplaçant l'ancienne sagesse divine, l'idéal du XVIIIe, un seul bercail, un seul peuple, en train de se réaliser, de façon certes un peu particulière, mais sans nul doute définitive. Car de même qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, il ne doit plus y avoir à moyen terme qu'une seule forme de société. La Respublica Fidelium spectaculaire avait vocation de s'étendre jusqu'aux limites de l'univers par destruction ou conversion des derniers infidèles. Voilà qui est fait, ou presque. La Cité du Bien succède à la Civitas Dei comme projet de communauté spirituelle unique, rassemblée sous l'autorité d'une instance souveraine, parfaitement globale, parfaitement féroce.